Steven Clark était un jeune homme de 23 ans, physiquement handicapé. Un beau jour du mois de décembre 1992, il a décidé de partir se balader avec sa mère. À un moment donné de la promenade, ils vont décider de se rendre dans des toilettes publiques, mais si Steven va y entrer seul, eh bien il ne va jamais en ressortir. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse disparition de Steven Clark, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une affaire qui ne date pas d'hier, mais malgré tout, encore aujourd'hui, l'enquête est active. C'est une histoire totalement passionnante et comme vous avez pu l'entendre, c'est quelqu'un qui disparaît dans des toilettes publiques. Comment on peut disparaître dans des toilettes publiques, je trouve ça totalement dingue. Mais en tout cas, on va un petit peu plus se pencher sur ce cas et essayer de voir qu'est-ce qui aurait pu se passer. Avant de commencer, comme toujours, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne, ce n'est pas encore fait. Merci à tous ceux qui le feront, merci à tous ceux qui sont abonnés. Et maintenant que tout ça est dit, lançons-nous dans cette vidéo. Steven Clark était un jeune homme de 23 ans et vivait dans la ville de Marske by the Sea, un grand village en Angleterre. En 1992, il vivait alors avec ses parents, Charles et Doris Clark, et son début de vie était très calme jusqu'à ses 2 ans, où malheureusement les choses vont prendre un tout autre tournant. En fait, un beau jour, Doris devait partir de la maison pour aller faire du shopping et Steven, lui, devait rester à la maison avec son père. Mais voilà, au moment où Doris est sortie de la maison, Steven s'est faufilé dehors sans qu'elle s'en aperçoive pour la suivre. Mais à un moment donné, Doris va entendre un très gros bruit sur la route et en se retournant, elle va simplement avoir une vision d'horreur. Steven avait été sur la route et un camion était arrivé à toute vitesse et l'avait heurté. Heureusement, il s'en était sorti, mais après ça, il est quand même resté pendant 1 mois dans le coma avant de se réveiller, mais avec malheureusement de lourdes séquelles. À présent, il boitait et avait de grosses lésions permanentes au bras gauche, ce qui faisait qu'il était presque inutilisable. Il a donc été handicapé physique pour le restant de sa vie. Mais bon, le fait qu'il soit en vie était déjà une grande chose car pendant des semaines, les médecins pensaient qu'il n'avait aucune chance de s'en sortir. D'ailleurs, pour vous dire, même une fois qu'il était sorti de son coma, les médecins ont également dit qu'il n'aurait aucune qualité de vie, qu'il ne marcherait pas, ne parlerait pas, mais malgré tout, Steven a prouvé le contraire. Sa mère, donc Doris, dira plus tard, ça a dû être très dur pour lui. Il était si différent du petit garçon d'avant l'accident et de ce qu'il était lorsqu'il rentrait à la maison. Nous avons donc travaillé aussi dur que possible pour qu'il s'améliore. Après ça, Steven a grandi et est devenu une personne heureuse d'être en vie. Oui, son handicap le déprimait beaucoup, mais il faisait tout pour essayer de le dépasser. Il a toujours été un excellent élève à l'école et a même remporté le prix de l'apprenti de l'année. En plus de ça, Steven avait aussi un grand sens de l'humour et il était également proche de ses parents, mais aussi de sa sœur Victoria qui a toujours été là pour veiller sur lui. En fait, Victoria, c'est comme donner le rôle dans sa vie de veiller sur son frère et elle a toujours été là pour le protéger des gens qui pouvaient se moquer de lui ou tout simplement des gens qui pouvaient avoir de mauvaises intentions vis-à-vis de lui. D'ailleurs, Victoria dira plus tard que lorsqu'elle était petite et qu'elle marchait en public avec son frère, elle faisait toujours exprès d'agir bruyamment et de manière vraiment idiote, juste pour attirer l'attention sur elle et non pas sur son frère qui marchait en boitant. Mis à part ça, une fois jeune adulte, Steven faisait partie d'une organisation qui s'appelle Rathbone Society et qui se situait dans la ville de Redcar, à quelques minutes en voiture de chez lui. L'association avait pour but d'aider les personnes handicapées à trouver un emploi et c'était d'ailleurs un des buts de Steven d'arriver à avoir un travail. Malheureusement, ça restait compliqué parce que les employeurs avaient toujours pas mal d'a priori sur lui à cause de son handicap et donc c'était un véritable combat pour lui de décrocher un emploi. Sinon, pour continuer encore un petit peu à parler de lui, il faut savoir que Steven était également musicien. Il aimait énormément écouter de la musique, mais il jouait aussi de l'euphonium, qui est en fait un instrument de musique qui ressemble un peu au trombone. Il était également assez sportif malgré son handicap et était un excellent nageur.
Et puis il aimait aussi énormément l'informatique et connaissait vraiment beaucoup de choses sur les ordinateurs. En fait, en soi, c'était vraiment un jeune homme très intelligent et rempli de ressources. En 1992, Steven avait alors 23 ans et il vivait toujours avec ses parents. À cette époque, Steven s'était aussi trouvé une nouvelle petite amie. Il l'avait en fait rencontrée dans un pub et après ça, ils avaient eu plusieurs rendez-vous entre deux et ils avaient fini par sortir ensemble. Donc clairement, Steven était vraiment sur un petit nuage, il était amoureux, les choses se passaient quand même assez bien pour lui. Mais à présent, plongeons-nous dans la journée du 28 décembre 1992. Ce jour-là était une belle journée ensoleillée, bien qu'un peu froide, et Steven avait alors prévu d'aller voir un match de football avec Charles, qui est donc son papa. Mais bon, au final, lorsque son père lui a dit qu'il ne pourrait pas payer son billet et qu'il devait le payer lui-même, Steven a changé d'avis, il n'avait pas énormément d'argent et il n'avait pas prévu de dépenser de l'argent pour un billet pour aller voir du foot. Donc il s'est dit qu'au final il n'allait pas y aller et il a laissé son père aller voir le match tout seul. Suite à ça, Steven a alors décidé de passer la journée avec sa mère, Doris, et ils ont été marcher sur la plage près de chez eux qui se situait dans la ville de Saltburn. Alors, c'était déjà une petite marche pour y aller parce que ça prenait à peu près 45 minutes à pied, mais ça ne les effrayait pas du tout, les deux aimaient énormément marcher. Ensuite, tout s'est bien déroulé, ils ont profité de la plage et puis vers 15h, ils se sont rendus dans les toilettes publiques. Alors là, il faut savoir que les toilettes des femmes étaient séparées des toilettes des hommes et donc ça veut dire que Doris a été de son côté et Steven a lui été de son côté dans les toilettes des hommes. Lorsque Doris est sortie des toilettes, son fils n'était toujours pas ressorti, alors elle l'a attendu patiemment. Elle se rappelle qu'à ce moment-là, elle a vu personne mis à part un couple d'hommes avec une petite fille et en fait, chacun des hommes se relayait pour aller aux toilettes pour pas laisser l'enfant seul. Donc un homme allait aux toilettes, il revenait, puis son conjoint y allait et ensuite ils sont partis. Mais mis à part ça, elle avait beau attendre, Steven ne sortait pas des toilettes. Suite à ça, Doris s'est simplement dit qu'il devait peut-être avoir eu fini avant elle et que peut-être il avait décidé de rentrer tout seul à la maison sans spécialement l'attendre. Donc en se disant ça, elle est partie des toilettes et a commencé à marcher pour rentrer chez elle. Elle s'est dit que soit elle allait le rattraper sur le chemin ou soit elle allait le retrouver à la maison. Une fois arrivée chez elle, elle n'avait pas croisé son fils sur le chemin et d'ailleurs, une fois dans sa maison, elle ne va voir aucune trace de Steven. Elle a vraiment constaté qu'il était nulle part, c'était tout de même assez étrange. Personnellement, je me suis quand même dit que c'était également étrange que Doris soit repartie chez elle sans son fils, sans même le chercher, parce que quand même, elle était à 45 minutes de marche de chez elle. C'est pas comme si la maison était à 5 minutes et qu'elle s'était dit « Ah, il est rentré, je vais y aller ». C'était quand même une longue marche, c'était bizarre même de se dire que son fils pouvait être reparti seul. Alors j'ai pas vraiment trouvé de réponse par rapport à ça, par contre j'ai pu voir que d'autres personnes s'étaient posé cette même question en ajoutant le fait que Steven était handicapé et donc que ça rendait les choses encore plus bizarres parce que pour ces gens, c'était donc étrange qu'il soit rentré seul alors qu'il boitait. Bon, si vous voulez mon avis, le fait qu'il ait déjà marché 45 minutes, que ce soit un bon nageur, qu'il soit sportif, ça répond à la question, il savait marcher, c'est pas parce qu'il boitait qu'il savait pas marcher. Mais tout de même, les gens se sont posés donc cette question et Doris, la mère de Steven, y a partiellement répondu. Elle a alors expliqué « Il aurait été horrifié de savoir ça. Il avait 23 ans, ce n'était pas un enfant, je pense qu'il est important de s'en souvenir. Il est trop facile et courant d'infantiliser des adultes handicapés, mais c'était un homme adulte doté de son autonomie, capable de subvenir à ses propres besoins fondamentaux. » Donc voilà, elle avait l'air de dire qu'il était grand et qu'en soi, s'il voulait rentrer seul, il le pouvait et surtout, il en était tout à fait capable. Je pense aussi en lisant ça que ses parents ont toujours mis un point d'honneur à ce qu'il se sente adulte et indépendant, ce qui peut donc expliquer pourquoi est-ce que Steven aurait pu décider de rentrer seul à la maison en se disant je suis grand, je vais commencer à prendre la route tout seul, ma mère me rejoindra ou peut-être pas, mais dans tous les cas, peut-être qu'il a eu fini en premier et qu'il s'est dit je vais rentrer, c'est tout. Donc oui, moi aussi je trouve ça étrange qu'une mère soit partie en se disant que son fils était déjà parti avant elle, mais on n'est pas dans leur famille, on ne sait pas vraiment comment ils fonctionnent et de ce qu'on peut voir ici, ils avaient l'air de donner à Steven une très grande liberté, donc ça me paraît
pas si surprenant au final. Mais bon, ça c'était une grosse parenthèse, mais revenons-en à la chronologie des faits. Doris est donc rentrée chez elle ce jour-là et a été inquiétée de voir que son fils n'était pas rentré. Elle a donc décidé d'attendre que son mari rentre du match de football pour voir avec lui ce qu'ils allaient faire. Une fois que Charles est rentré, eh bien lui et Doris ont pris la décision de partir à la recherche de Steven dans les rues de la ville. En fait, dans un premier temps, ils ont essayé de pas céder à la panique et ils se sont simplement dit que peut-être Steven avait simplement voulu prolonger la promenade le long de la plage. Mais bon, une fois sur place, ils ont pu voir que la marée était déjà montée et qu'il ne restait plus personne. Ils ont ensuite vérifié tous les endroits où Steven pourrait être, mais malheureusement, il n'y avait aucun signe de lui nulle part. En fait, c'est précisément à partir de ce moment-là que les parents ont décidé de laisser place à la panique. Ils ont alors décidé d'appeler la police pour signaler la disparition de leur fils. Victoria, donc la sœur de Steven, qui n'habitait plus avec les parents à ce moment-là, a été mise au courant de la situation et directement elle a pris le train pour aider sa famille à retrouver Steven. Vraiment de son côté, elle n'a pas attendu une seconde, elle s'est dit que la situation était grave et elle a vraiment sauté dans le premier train. Les policiers ont eux aussi commencé à chercher Steven, mais malheureusement, eux non plus ne l'ont pas retrouvé. La nouvelle a alors commencé à circuler dans la ville et quelques jours plus tard, 2 personnes sont venues voir les policiers pour dire qu'ils avaient aperçu Steven dans les jours suivants sa disparition. Je précise d'ores et déjà que les 2 témoins connaissaient Steven, ce qui rend leur témoignage quand même plus plausible. Le premier témoin s'appelait Stan Kameish. Il dira alors avoir vu Steven le 30 décembre 1992, c'est-à-dire 2 jours après sa disparition. Il dira l'avoir aperçu dans la ville de Redcar, donc assez proche de là où il vivait, vers 14h30. Il dira même qu'au moment où il avait vu Steven, il était en train de marcher seul dans la rue et il se dirigeait vers le centre-ville. Malgré tout, Stan, donc notre témoin, dira que lorsqu'il a aperçu Steven, il n'était pas du tout au courant de sa disparition. Donc au final, quand il l'a vu, il n'a pas pensé à appeler la police ou quoi que ce soit, il ne savait pas qu'il était porté disparu. Quand il l'a croisé, il était en plus en pleine discussion avec un ami, donc il n'a même pas eu l'occasion de lui dire bonjour, ni même de croiser son regard. Par contre, dans un premier temps, il dira une chose, il dira qu'il était sûr à 100% qu'il s'agissait bien de Steven. Bon, en soi, là, son témoignage pourrait être rassurant, Steven avait l'air en vie, mais voilà, les choses vont un petit peu changer au moment où les enquêteurs vont approfondir la discussion avec Stan. En fait, au cours de la discussion interrogatoire, le témoignage de Stan va un petit peu changer. Stan va maintenant expliquer que l'homme qu'il avait vu marchait de la même manière que Steven, mais qu'au final, il n'avait pas vraiment vu son visage. Donc simplement, il aurait reconnu la démarche. Il dira également que cet homme se trouvait à une trentaine de mètres de lui, et donc au final, il dira ne plus vraiment être sûr à 100% que c'était bel et bien Steven. Donc voilà, après ça, les enquêteurs prendront donc ce témoignage avec des pincettes. Mais finalement, un autre témoin va se présenter au commissariat. Cette fois, il s'agissait d'une femme qui a tenu à rester anonyme. Cette femme expliquera alors que le 14 janvier, donc près de 3 semaines après la disparition de Steven, elle était chez elle dans sa maison dans la ville de Saltburn, donc ville où justement Steven a disparu, et que vers 17h, elle regardait un petit peu par hasard par sa fenêtre et que là, elle a vu un homme qui ressemblait à Steven en train de marcher dans la rue en direction de Glenside. Cet témoin dira que Steven n'était pas seul. Il marchait en fait avec un autre homme qui semblait avoir entre 50 et 60 ans, qui était selon elle de corpulence moyenne, qui avait les cheveux gris et qui portait des lunettes. Toujours selon elle, l'homme marchait à vive allure et Steven essayait de le suivre. Cette témoin va en fait expliquer qu'elle avait vu un reportage à la télé disant que Steven avait disparu. Elle avait alors immédiatement reconnu sa photo parce qu'elle avait un membre de sa famille qui travaillait dans le même club de bowling que Steven fréquentait. Donc elle dira qu'à force, eh bien, elle l'avait croisé pas mal de fois. Par contre, cette femme dira d'emblée qu'elle ne pouvait pas être sûre à 100% qu'il s'agissait de Steven. Elle précisera que elle pensait réellement que c'était lui, mais qu'évidemment, elle pouvait se tromper. Elle semblait vraiment être de bonne foi. Par contre, c'est vrai que c'était fort possible qu'elle se soit trompée, vu qu'elle l'avait vu depuis sa fenêtre et la police a calculé la distance entre l'endroit où elle a vu Steven et sa fenêtre, et ça faisait quand même 30 mètres. Donc,
Voilà, à 30 mètres de décalage, on peut quand même prendre une personne pour une autre. C'est une possibilité. Après, comme je dis, c'est une possibilité qu'elle se soit trompée, mais c'est aussi une possibilité qu'elle ne se soit pas trompée et que ce soit effectivement Steven qu'elle a vu. Mais donc voilà, avec tout ça, on avait quand même 2 témoignages, même si aucun de ces 2 témoignages ont pu être vérifiés. Ça pouvait donc laisser dire que peut-être il était en vie, mais évidemment, il fallait prendre tout ça avec des pincettes. Mis à part ça, il n'y a malheureusement eu aucun autre témoin de quoi que ce soit dans cette affaire. Personne ne se trouvait dans les toilettes publiques au moment de sa disparition et aucune information est revenue aux enquêteurs. Donc au final, l'affaire est restée sans suite pendant des années. Mais les choses ont évolué le 24 septembre 1999, c'est-à-dire 8 ans après la disparition de Steven. Un poste de police local a en fait reçu une lettre anonyme faisant référence à la disparition de Steven. On ne connaît malheureusement pas le contenu exact de cette lettre, mais on peut grandement imaginer que ce qui y était écrit allait à l'encontre des parents de Steven. En fait, on imagine même que l'auteur de la lettre les accusait d'avoir fait du mal à leur fils. En tout cas, après la lecture de la lettre, les enquêteurs se sont rendus au domicile de Doris et Charles, donc les parents de Steven, afin de les interroger au sujet du probable meurtre de leur fils. C'est assez dingue parce que suite à cet interrogatoire, Charles et Doris ont été arrêtés pour le meurtre de leur fils. En fait, on a peu d'informations sur ce qu'il s'est passé en réalité, mais en tout cas, à ce moment-là, on sait qu'aux yeux des enquêteurs, Steven était décédé et il avait sans aucun doute été assassiné. Dans un sens, on se dit que c'est normal qu'il n'avait plus vraiment d'espoir qu'il soit toujours en vie. Personne n'avait vu Steven depuis plus de 8 ans, il n'y avait aucun signe de vie et il avait laissé derrière lui toutes ses affaires, y compris son portefeuille et ses lunettes. De plus, il n'avait jamais encaissé l'échec qui lui avait été donné dans le cadre de son apprentissage. Donc sachant ça, on se disait que c'était impossible qu'il soit encore en vie et les enquêteurs pensaient que ce n'était pas possible non plus qu'il soit parti de son plein gré refaire une autre vie ailleurs. Donc si on enlève ces 2 possibilités, on se dit que sans doute il a été assassiné. Dans cette optique, les enquêteurs se sont focalisés sur Charles et Doris, ses parents, qui à présent étaient âgés de plus de 80 ans. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas encore dit, mais Doris et Charles étaient eux-mêmes d'anciens policiers. Mais donc à ce moment-là, les nouveaux enquêteurs vont réinterroger Doris sur le fait qu'elle ait quitté les toilettes publiques le jour de la disparition de Steven. En fait, là aussi, c'était quelque chose qui chiffonnait un petit peu les enquêteurs. Pourquoi est-ce qu'elle est partie sans vérifier les toilettes, sans vérifier les alentours? Je sais qu'on en a déjà parlé longuement, mais quand même, ça restait un sujet qui rendait la police et même les gens d'opinion publique assez perplexes. En interrogatoire, Doris a alors eu vraiment l'air désespérée et elle dira qu'elle croyait sincèrement à ce moment-là que son fils était rentré à la maison. Elle ne sait pas vraiment l'expliquer, c'est simplement ce qu'elle s'est dit à ce moment-là et elle a agi comme ça. Elle ne peut pas en dire plus, c'est juste comment elle a agi et évidemment c'est une erreur qu'elle a regretté et qu'elle regrettera jusqu'à la fin de ses jours. Mis à part ça, elle a aussi été interrogée au sujet de Charles, son mari. On lui a demandé s'il pouvait être un homme violent et Doris dira que non, il ne l'était pas. Mais à partir de là, les enquêteurs ont vraiment commencé à insister encore et encore pour essayer de faire avouer Doris. Ils ont vraiment demandé à plusieurs reprises où était le corps de son fils et vraiment leur but était de la faire craquer. Or, Doris n'en savait rien, elle disait qu'elle ne pouvait pas leur dire parce qu'elle ne savait pas, mais qu'elle voulait le retrouver tout comme eux. C'était leur fils, elle avait besoin de savoir ce qui était arrivé, mais elle précisera que elle et son mari n'avaient rien à voir là-dedans. Malgré tout, les enquêteurs ont décidé de poursuivre dans cette idée. Ils ont alors retourné la maison familiale, y compris la cour et le jardin, à la recherche d'indices pour relier Charles et Doris à la disparition et à la mort probable de leur fils. Mais bon, rien n'a été retrouvé et donc ils ont saccagé la maison de ces personnes âgées de 80 ans pour rien. Maison dans laquelle, je le rappelle, ils étaient restés toute leur vie et qui renfermait encore leurs derniers souvenirs avec leur fils. Mais suite à ça, les enquêteurs ont retrouvé la personne qui leur avait écrit cette fameuse lettre qui accusait Doris et Charles. Clairement, ils auraient dû retrouver cette personne dès le début, faire les démarches dès le début, parce que ça aurait vraiment épargné les parents de Steven. Parce qu'en fait, quand ils vont interroger l'auteur de la lettre, ils vont se rendre compte que cette personne ne s'était basée sur strictement aucun fait. Il n'avait
aucune preuve des informations qu'il donnait dans sa lettre. En fait, au final, cette personne dira que les accusations qu'elle avait émises reposaient simplement sur un sentiment qu'elle avait et qu'en fait, elle ne connaissait ni de près ni de loin les parents de Steven ou d'autres membres de sa famille. Donc suite à ça, et heureusement, les accusations contre Charles et Doris ont été abandonnées. Mais bon, malgré tout, j'imagine que vous vous en rendez compte, mais le fait qu'ils aient été accusés officiellement a eu des effets plus que néfastes sur leur vie. En plus d'avoir eu leur maison saccagée, leur réputation a vraiment été salie. Ce qui est triste, c'est qu'avant ça, ils avaient toujours veillé à avoir une réputation impeccable, notamment dû au fait qu'ils étaient d'anciens policiers. Mais à présent, tout leur voisinage semblait les regarder comme s'ils étaient réellement les coupables. La sœur de Steven, donc Victoria, a d'ailleurs vraiment tenu à toujours prendre la défense de ses parents. Elle apparaît d'ailleurs dans un podcast qui s'appelle The Missing, où elle partage l'histoire de sa famille et où elle parle de la douleur suite à la disparition de son frère, mais aussi celle causée par l'accusation de ses parents. Elle a vraiment tenu un discours où elle a critiqué les actions de la police, tout ce que les agents ont fait subir à ses parents qui vieillissaient, et a souligné à quel point cette épreuve a été horrible. Elle précisera d'ailleurs que tout cela était dû à une simple lettre totalement infondée. Clairement, la famille a déjà été traumatisée par la disparition de Steven, mais ce qui s'est passé a laissé un nouveau traumatisme dans leur vie. Mais pour en revenir à l'enquête, avec tout ça, on ne sait toujours pas qui s'en est pris à Steven, ni ce qu'il s'est passé à l'intérieur de ces toilettes publiques qui, en apparence, paraissaient vides au moment où Steven y est rentré. Il y a une théorie dans cette histoire qui dit que peut-être, effectivement, Steven avait eu fini avant sa mère et avait décidé de prendre le chemin du retour tout seul. À ce moment-là, on se dit que peut-être quelque chose lui est arrivé sur le chemin, donc peut-être que quelqu'un s'en est pris à lui, ou peut-être qu'il serait tombé dans la falaise qu'il devait justement longer pour se rendre jusqu'à sa maison. Ça reste une possibilité, mais tout de même, les enquêteurs se disent que si ça avait été le cas, son corps aurait sans aucun doute été retrouvé dans cette falaise, donc évidemment, ils restent perplexes par rapport à ça. Le plus compliqué dans cette affaire, c'est le fait qu'il n'y a aucune preuve et il n'y a aucun témoin. Vraiment, la question qu'on peut se poser, c'est comment on peut disparaître à l'intérieur de toilettes publiques. Il n'y avait personne en apparence, il est rentré, il n'y avait qu'une seule porte et il n'est jamais ressorti, ou en tout cas, personne ne l'a vu ressortir. Et le pire, c'est qu'au final, il n'y a aucune théorie dominante dans cette affaire. Rien ne prouve qu'il est mort et rien ne prouve qu'il est en vie, et je pense que c'est une des choses aussi les plus frustrantes. Par contre, vous vous en doutez, mais la police pense réellement qu'il est mort, mais tout de même, sa famille espère toujours qu'il est vivant et qu'il vit à l'abri quelque part. En tout cas, s'il est encore en vie aujourd'hui, Steven a maintenant 54 ans. L'organisation Crime Stoppers a émis une récompense de 10 000 livres sterling pour des informations clés sur le meurtre probable de Steven Clark. Mais mis à part ça, au final, rien n'avance. Il faudrait vraiment trouver un témoin qui pourrait en dire un peu plus. En tout cas, c'est comme ça que se termine cette vidéo. Cette histoire, c'est extrêmement frustrant. Mais voilà, on n'en sait pas plus. On peut juste s'imaginer beaucoup de choses. Et vraiment, cette histoire me rend très triste, notamment pour les parents de Steven, parce que c'est juste atroce ce qui s'est passé. Moi, je trouve que ces affaires comme ça, où des parents perdent leur enfant et en plus doivent subir le regard des autres et le regard des enquêteurs qui les soupçonnent, c'est atroce. Et d'un autre côté, oui, les enquêteurs doivent faire leur travail, mais ici, c'était dans le cadre d'une lettre qui n'avait même pas été vérifiée auparavant. On ne pouvait pas être sûr qu'elle disait la vérité. C'est simplement après avoir gâché une partie de la vie de ces personnes, qu'ils ont pu vérifier que cette lettre n'était au final pas du tout officielle et pas du tout basée sur des faits concrets. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire tout votre ressenti, toutes vos théories, je lirai tout ça avec beaucoup d'attention. N'hésitez pas non plus à mettre des petits pouces en l'air si l'histoire vous a intéressé, si la vidéo vous a plu. Et sinon, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça m'aide beaucoup. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Bye!